Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle tranche d'informations au sommaire de l'actualité monégasque de ce mardi 23 juillet 2024. En amont des Jeux d'été de Paris 2024 qui débutent ce vendredi, se tient aujourd'hui au Palais des Congrès de Paris l'ouverture de la 142e session du CIO, Comité International Olympique, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco. Un point complet en début de JT avec notre reporter Émilie Rousseau. Du 15 juillet au 2 août, l'Autorité internationale des fonds marins réunit en Jamaïque les gouvernements de ses 168 États membres pour se pencher sur l'exploitation minière en eau profonde et débattre de la protection des écosystèmes marins. Notre invité, Tidiane Kouma, secrétaire des relations extérieures au DREC, département des relations extérieures et de la coopération, nous éclairera sur les enjeux de cette rencontre. UBS Monaco a dévoilé en détail les ambitieux travaux entrepris à la Villa Belgica, siège historique de la filiale du groupe bancaire suisse, présente en principauté depuis plus de 60 ans. Reportage dans ce journal. Hier, le Monaco Economic Board et la direction du développement économique de Monaco accueillaient une délégation d'entrepreneurs venus du Bahreïn. Le but, leur présenter l'économie monégasque et les rapprocher des entreprises de la principauté pour peut-être de futurs projets à Monaco ou dans le Golfe Persique. On en parle dans ce JT. On débute ce journal en nous rendant à Paris, où la capitale française s'apprête à vivre au rythme des Jeux Olympiques. Avant cela, les membres du Comité international olympique, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, sont réunis depuis aujourd'hui au Palais des Congrès pour la 142e session du CIO. Bonsoir Émilie Rousseau, vous êtes notre envoyée spéciale à Paris. De quoi a-t-il été question lors de ce premier jour de session ? Alors il faut savoir que cette session s'est officiellement ouverte lundi soir à la Fondation Louis Vuitton en présence du président français Emmanuel Macron. Lors de cette séance inaugurale, le président du Comité international olympique a délivré un message de solidarité où la conjoncture mondiale est profondément troublée. Je vous rappelle d'ailleurs la devise olympique: plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Aujourd'hui, Thomas Bach et les membres du CIO ont examiné les points à l'ordre du jour de cette 142e session, comme le rapport d'activité du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. À l'issue de cette présentation par les membres du COJOP, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a tenu à prendre la parole pour féliciter les organisateurs sur un aspect qui lui est cher. Je vous propose d'écouter son intervention. J'aimerais, ça ne vous étonnera pas, mais en tant que président de la commission durabilité et héritage, vous remercier et vous féliciter pour le travail extraordinaire qui a été accompli dans la préparation de ces Jeux, du point de vue bien sûr durabilité et héritage, mais pas seulement, du point de vue de la responsabilité sociale, de l'inclusion, de tous les aspects que vous avez présenté et qui entre en jeu. C'est un travail tout à fait remarquable et je suis sûr qu'il servira bien sûr j'allais employer un mot anglais de benchmark, mais de base pour les candidatures futures. Et demain, la 142e session du CIO sera assurément très suivie car les membres du Comité international olympique détermineront les futurs hôtes des Jeux d'hiver de 2030 et de 2034. Un double vote qui devrait officiellement attribuer les Jeux une nouvelle fois à la France, aux Alpes françaises précisément. Salt Lake City devrait être sans surprise élu pour les Jeux de 2034. Voilà pour ce reportage signé Émilie Rousseau et Hugo Comassa. Depuis le 15 juillet et jusqu'au 2 août, l'Autorité internationale des fonds marins réunit ses instances annuelles en Jamaïque. Au cœur des négociations, l'exploitation des richesses minières sous-marines qui continue de diviser la communauté internationale. On en parle avec notre invité Tidiane Kouma, secrétaire des relations extérieures au DREC, département des relations extérieures et de la coopération. Il répond à nos questions depuis Kingston. Bonsoir Monsieur Kouma. Bonsoir Monsieur Batutula. Dans quelle mesure et conditions peut-on exploiter les grands fonds marins? C'est la question centrale et les débats peuvent être houleux. Sur quel point précis, particulier, portent vos échanges depuis le 15 juillet? Depuis le 15 juillet, nos échanges portent sur l'élaboration du code minier, c'est-à-dire ce code qui réglemente de manière juridique l'accès à ces ressources. Et sur ce point, les discussions sont très difficiles.
Justement, ce code minier qui déterminerait les conditions dans lesquelles les entreprises privées pourraient être autorisées à descendre des robots dans les grandes profondeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, pour accéder à ces ressources, il faut bien sûr s'entourer des plus grandes précautions. Donc, ce que nous essayons de négocier ici à Kingston, c'est de sécuriser l'accès à ces ressources. C'est-à-dire que pour accéder à ces ressources, il faut que nous ayons les garanties nécessaires qu'il n'y ait pas de dommages irréparables sur le milieu marin. Donc, pour ce faire, il faut que les scientifiques nous démontrent que cette exploitation ou cet accès à ces ressources pourrait se faire sans bien sûr endommager de manière durable ou définitive les fonds marins. On l'a compris, hein, l'enjeu majeur de ces instances, c'est la protection de l'écosystème marin. Et Monaco joue un rôle central dans toutes ces négociations. Pour quelles raisons, quelle position est défendue par la principauté? Alors, la position de la principauté de Monaco est historique. Vous savez que cette autorité internationale des fonds marins a été créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a été adoptée et signée en 1982. Et cette convention comporte une partie qu'on appelle la partie 11, qui est relative à l'exploitation de ces ressources. Donc, et Monaco a été un acteur majeur. C'était l'un des premiers États à avoir signé et ratifié cette convention. Donc, c'est pour cela que sa parole et ses positions sont très suivies. Cette nouvelle session de l'autorité internationale des fonds marins a débuté le 15 juillet, je le disais. Si vous deviez dresser un bilan des négociations à mi-parcours, lequel serait-il? Êtes-vous optimiste? Alors, optimiste, moi je suis toujours optimiste, je suis un éternel optimiste. Il faut dire que déjà que cette session intervient dans un contexte particulier. Pourquoi? Parce qu'elle intervient durant le 30e anniversaire de la création de l'Autorité internationale des fonds marins. Elle intervient aussi dans le cadre de l'élection d'un nouveau secrétaire général. Donc, et tous ces éléments-là font que les négociations sont très, très tendues. Mais il y a eu des progrès qui sont notables. Il y a par exemple le fait que nous avons réussi jusqu'à présent à ralentir les négociations sur l'élaboration de ce code. Parce qu'une fois que ce code aura été adopté, rien ne pourra plus empêcher l'exploitation ou l'arrivée vers ces ressources. Il y a déjà des entreprises qui se placent, qui investissent déjà des millions de dollars pour pouvoir entreprendre les recherches et les explorations nécessaires à l'exploitation de ces grands fonds marins. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Kouma, et joyeux anniversaire puisque l'Autorité internationale des fonds marins fête ses 30 ans. Je vous remercie. Bonne soirée. La banque UBS Monaco, située avenue de Grande-Bretagne, fait peau neuve avec cet ambitieux projet dirigé par l'architecte Jean Nouvel. Des travaux qui seront donc entrepris à la Villa Belgica, siège historique de la filiale du groupe bancaire suisse et présente en principauté depuis plus de 60 ans. Il s'agit de la première réalisation de l'illustre architecte Jean Nouvel en principauté, le tout en respectant les standards environnementaux de rigueur. Frédéric Elion sur des images de Camille Caloni. Élu meilleure banque mondiale par Euromoney cette année, UBS est implanté en principauté depuis 1956. Le groupe bancaire suisse présentait ce mardi matin au Yacht Club de Monaco un nouveau projet architectural innovant concernant la Villa Belgica, son siège historique à Monaco depuis 1998. Un projet en collaboration avec l'architecte Jean Nouvel qui mêle innovation en termes de services bancaires et développement durable. Villa Belgica is a project that started a few years ago when the bank decided that we wanted to support the Principality even more and we wanted to be part of the community in a big way. It is a space for our wealth management clients. It is a space where we think that we're going to be holistically serving our clients for all of the investments that they do with us, plus a way to leave Monaco as well. This will be the first building that is going to be sustainable with a gold standard, so we're very proud of that. UBS manages about 500 million in AUM in sustainable investment, so this is part of the bigger project that UBS tries to do well around the world.
Le projet englobe la reconstruction et la surélévation de la Villa Belgica pour une surface totale de 1636 mètres carrés et 11 étages. Les 3 derniers seront dédiés exclusivement aux clients avec un restaurant, un lounge bar et un rooftop. Fin des travaux prévus pour le dernier trimestre 2024. Hâte de découvrir le projet fini. Ce lundi 22 juillet, la direction du développement économique de Monaco a accueilli une délégation bahreïnite composée entre autres de monsieur l'ambassadeur de Bahreïn en France, Abdulaziz Al-Jassem. Objectif, approfondir la coopération économique entre les deux pays, notamment dans le domaine de la transformation numérique. Cette réunion fait suite au déplacement de la délégation monégasque du mois d'avril dernier menée par Frédéric Janta, délégué interministériel en charge de la transition numérique au Moyen-Orient. Sujet signé Anaël Marquez et Camille Caloni. Il n'y a pas que les couleurs de leur drapeau que le Bahreïn et Monaco partagent. Les deux États ont en commun un goût particulier pour l'innovation, les investissements et le développement de nouvelles entreprises. Une aubaine pour les entrepreneurs monégasques qui étaient une petite quinzaine à rencontrer, grâce au MEB et à la direction du développement économique de Monaco, une délégation venue tout droit du Bahreïn. On est éditeur de logiciels dans le secteur spécifique de la gestion de fortune. C'est un secteur qui est très développé autant à Monaco qu'à Bahreïn. Donc en fait, nous aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle pour nous parce que tant dans le cadre de notre développement international qu'on fait déjà, on va pouvoir continuer notre développement sur Bahreïn et trouver des relais de croissance locaux. Tant dans leur idée de venir et d'implanter des sociétés ici à Monaco, eh ben, ils ont aussi besoin d'outils. Et donc c'est intéressant pour nous de pouvoir leur montrer ce qu'on fait ici localement pour que s'ils s'installent, ils puissent utiliser nos services. Au programme, conférence sur le fonctionnement de l'économie monégasque et sur celle de Bahreïn, présentation de quelques entreprises locales et session de networking. L'objectif, rencontrer de potentiels futurs partenaires et associés. Corallotech, c'est une société de biotechnologie marine monégasque qui a pour mission principale de produire des ingrédients issus de la mer pour divers secteurs d'activité, que ce soit de la pharmaceutique, de la cosmétique ou des industries, etc. Le Bahreïn est un pays intéressant dans le sens où il a un écosystème marin et surtout corallien très intéressant et très important. Et je pense qu'on peut trouver des partenariats pour des échanges à la fois sur les aspects conservation des écosystèmes coralliens qui sont en danger aujourd'hui et pour essayer de mettre en exergue nos liens commerciaux par rapport à ce que fait Corallotech ici et qu'on puisse éventuellement leur apporter le savoir-faire monégasque là-bas chez eux. Et pour finir cette journée, monégasques et bahreïnites ont ensuite été conviés au Castel Rock pour partager un verre et un moment de convivialité. Et puis voilà une idée de lecture pour votre été. Après un premier roman intitulé Entre deux, la romancière et comédienne Louise Bontemps revient avec un deuxième ouvrage, un roman historique intitulé Une volonté divine qui rend hommage au seigneur Lambert Grimaldi. Bonsoir Louise Bontemps. Bonsoir. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser à ce personnage historique peu connu, mais qui a œuvré pour la protection des 3 seigneuries de Monaco, Menton et Roquebrune? Eh bien, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de lui. Je voulais lui rendre hommage à travers ce roman. Je trouve qu'il a les traits de caractère de bien des Grimaldi, dont la bienveillance, la ténacité et le sens du devoir. Et voilà, je me suis intéressée à lui. Vous parlez d'une partie de l'histoire monégasque en la mettant sous forme de roman avec des expériences vécues et d'autres totalement imaginaires. Quelle est la part de fiction et de réel dans ce récit? Les événements sont historiques, les personnages aussi pour ceux que j'ai pu trouver. Et à partir du moment où je n'ai pas trouvé le nom d'un personnage, alors je l'ai inventé. Par exemple, un podestat de Monaco, après Guy Frégoz, qui lui a existé, jusqu'en 1477, je n'ai pas trouvé de nom, donc j'en ai inventé un. Voilà. Sinon, les personnages principaux, tels que Lambert, Claudine, Dame Pommeline, Blanche, ont existé, vraiment. On va justement parler de ces personnages pour rentrer un peu plus dans l'histoire sans trop en dévoiler. On est au cœur d'une guerre pour le pouvoir où s'entremêlent coups bas, trahison, notamment via un personnage puissant. C'est la mère de Catalan Ier, Pommeline Grimaldi née Frégoz. Oui.
Absolument. Cette dame était avide de pouvoir, elle ne voulait rien lâcher et surtout ne rien donner à Lambert Grimaldi, désigné comme futur mari de sa petite Claudine, qu'elle ne voulait surtout pas comme co-seigneur à ses côtés. Pourquoi s'accrochait-elle autant au pouvoir? Il faudrait rentrer dans sa tête. Je pense qu'elle aimait ça, personnellement. Je pense qu'elle y avait pris goût, étant donné que son mari Jean Ier de Monaco, parfois la laissait seule à la tête de Monaco parce qu'il partait guerroyer. Et du coup, elle a aimé ça et elle n'a plus rien voulu lâcher. Voilà. Il y a également Claudine, âgée de 7 ans, unique héritière de Catalan Ier, qui est au cœur de toutes les tractations. Elle se retrouve au milieu de bien des choses qu'elle ne comprend pas à son âge. Sa grand-mère, évidemment, la prend en possession. On dirait que c'est sa chose quelque part. Et c'est surtout grâce à Claudine qu'elle-même peut continuer d'exister en tant que co-seigneur sur les 3 seigneuries de Menton, Roquebrune et sur Monaco. Ce roman est également l'occasion d'une plongée au cœur de la vie monégasque au Moyen-Âge. Quelle recherche avez-vous effectuée pour retranscrire de manière aussi fidèle cette période historique? Alors là, je rends hommage à monsieur Thomas Fouilleron et à toute son équipe au service des archives du Palais de Monaco qui m'ont beaucoup aidé, à monsieur Claude Passé que j'ai rencontré à 2 reprises et qui m'a expliqué la vie au Moyen-Âge. Ils m'ont tous donné des éléments et aux différentes recherches que j'ai effectuées grâce aux archives de Monaco. Je me suis plongée dans des documents, ça m'a pris 2 ans de recherche pour comprendre comment on vivait, comment fonctionnait Monaco, mais également Menton et Roquebrune à l'époque. J'ai également visité Antibes, d'où était originaire Lambert, Roquebrune. Très bien. Eh bien, à noter que vous serez présente au Salon du Livre de Monaco qui se déroulera le samedi 7 et dimanche 8 septembre 2024. Merci d'avoir répondu à nos questions, Louise Bontemps. Je vous remercie. Et puis voilà une belle initiative solidaire. L'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo organise aujourd'hui une vente aux enchères d'une collection exceptionnelle de vins et de champagne avec une attention particulière portée au champagne Roederer. Cette vente a attiré les amateurs de vin du monde entier, non seulement pour la qualité des bouteilles proposées, mais aussi pour la noble cause à laquelle les fonds seront destinés, la recherche contre le cancer. Écoutez Aymeric de Clouet, expert en vin et spiritueux, au micro d'Anaël Marquez sur des images d'Olivier Bonello. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que c'est la vente d'une seule cave. En général, quand on fait une vente de vin, elle provient de plusieurs caves de particuliers. Là, c'est un seul particulier et c'est une vente qui a aussi un objectif caritatif puisque tout le produit de la vente sera donné à une fondation. Alors, la vente se déroule en 2 parties. La première partie, ce matin, c'était les vins d'hiver et spiritueux. Et ça s'est extrêmement bien passé. On a eu beaucoup de très belles enchères, notamment sur des Bourgognes et sur des Bordeaux. Cet après-midi, la vente est exclusivement consacrée aux vins de Champagne, avec essentiellement un lot très important qui provient de la maison Roederer, de la cuvée Cristal de Roederer. Nous espérons que nous allons faire le mieux possible pour la Fondation, nous espérons que nous allons faire le mieux possible pour valoriser les vins qui nous ont été confiés à la vente et nous sommes raisonnablement optimistes sur les résultats parce que ce sont des bouteilles de très grande qualité, donc elles suscitent un intérêt dans le monde entier. Et puis, tout autre chose, la 93e édition du Rallye Monte-Carlo a été dévoilée ce lundi par le comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco. Un rallye qui se tiendra du 20 au 26 janvier 2025 et fera une nouvelle fois la part belle aux Alpes du Sud. Souhaité très sélectif, il le sera sans doute peut-être encore plus que les années précédentes avec de nombreuses difficultés. Les reconnaissances auront lieu du 20 au 22 janvier. Le départ officiel de l'épreuve s'effectuera le jeudi 23 janvier depuis la place du Casino de Monte-Carlo à Monaco à 14h30. Tout de suite, un point sur la météo de votre mercredi. Le soleil sera-t-il toujours de la partie demain, Anaël ? Bonsoir Maclor, bonsoir à tous. Eh bien oui, demain le soleil sera toujours de la partie. La journée sera comme aujourd'hui très ensoleillée du matin jusqu'au soir. Du côté des températures, pas de changement non plus. Il fera entre 25 et 30 degrés. Le thermomètre de la mer affichera lui 26 degrés. Et en ce mercredi 24 juillet, Maclor, nous n'oublierons pas de souhaiter une bonne fête à toutes les Christines.
Je n'y manquerai pas, Naël, bonne soirée. On arrive au terme de ce JT, merci de l'avoir suivi et d'être tous les jours un peu plus nombreux à nous être fidèles. On se quitte comme chaque soir avec ces quelques clichés réalisés par le photographe Stéphane Dana dans le cadre du stage de judo à destination des enfants de 6 à 9 ans qui se déroule au Stade Louis II. Vous avez jusqu'à jeudi pour en profiter. Plus d'informations sur stagejudomonaco@outlook.fr. Je vous retrouve demain dès 19h pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Belle soirée sur Monaco Info bien sûr.